Si je vous proposais là maintenant de manger un placenta humain, vous en penseriez quoi? Votre premier réflexe serait sûrement de vomir et c'est totalement normal. Mais saviez-vous que pour 99% des mammifères de cette planète, ce dégoût est une aberration totale? Les chats, les chiens, les éléphants, les vaches. Après l'accouchement, tout le monde passe à table. Alors qu'est-ce qui a foiré chez nous? Pourquoi l'être humain a-t-il développé une aversion si profonde pour quelque chose que la nature a pourtant conçu comme un super aliment? Ce que je vous propose, c'est de vous installer confortablement. Vous êtes dans l'œil de Die et aujourd'hui, on décrypte le plus grand tabou de la naissance. Pum, 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 pum. Peraí, peraí, peraí. Assim não, bebê. Mais rápido, vai. Alors pour bien comprendre ce phénomène, il faut d'abord poser un mot scientifique sur cette pratique. La placentophagie, étymologiquement, ça vient du latin placenta qui désignait à l'origine une sorte de gâteau plat et du grec phagin qui signifie manger. Littéralement, c'est le fait de manger le gâteau. Sauf que dans la nature, ce n'est pas un choix réfléchi ou une gourmandise, c'est un automatisme biologique absolu, gravé dans leur ADN depuis des millions d'années. À l'instant précis où le petit sort, le cerveau de la mère est submergé par un cocktail d'hormones surpuissant. Les odeurs de sang et de liquide amniotique déclenchent un comportement compulsif. Elle doit lécher son petit pour activer sa respiration et elle doit avaler la poche et le placenta. C'est tellement fort qu'une femelle herbivore comme une vache ou une brebis, qui passe sa vie à manger de l'herbe, va devenir temporairement carnivore et dévorer ses tissus sans hésiter. Si la sélection naturelle a transformé ce geste en automatisme, c'est pour deux raisons vitales. La première, c'est la sécurité. Dans la nature, accoucher, c'est laisser une trace de sang et de fluide géante qui dit à tous les prédateurs du coin: Hey, venez, il y a un dîner gratuit et une mère épuisée ici. Manger le placenta, c'est effacer l'épreuve. C'est du nettoyage tactique. Un animal préhistorique qui n'avait pas cet automatisme se faisait repérer, lui et sa portée. Ces gènes étaient éliminés de l'évolution. La deuxième raison, c'est l'énergie. Accoucher, c'est un marathon physique. Une fois que les petits sont là, la mère est vulnérable et doit rester soudée à sa portée pour l'allaiter. Impossible pour elle de s'éloigner pour chercher de la nourriture. Le placenta, c'est un concentré de super nutriments gratuits et disponibles immédiatement. C'est bourré de fer, de protéines et d'hormones comme l'ocytocine qui vont booster la montée de lait et aider l'utérus à guérir. Qu'on parle d'une louve ou d'une vache, c'est un kit de survie instantané. Alors, qu'est-ce qui a changé pour nous? On pourrait penser que c'est une habitude moderne que nos ancêtres les hommes préhistoriques plus proches de la nature le faisaient. Eh bien, pas du tout. Les anthropologues ont cherché partout, chez les premiers Homo sapiens, chez Néandertal et dans toutes les civilisations anciennes connues. Le verdict est sans appel. Aucun humain sain d'esprit ne mangeait son placenta. Mais alors, comment s'est fait ce changement? Est-ce que nos ancêtres sont devenus soudainement super intelligents et se sont aperçus logiquement que ça crée des maladies? Pas du tout. À l'époque, il n'y avait pas de laboratoire pour analyser les bactéries. Ce n'est pas une prise de conscience logique, c'est un coup de balai impitoyable de la sélection naturelle qui a directement recablé notre cerveau. Et tout a commencé avec une invention majeure, le feu. Il y a des centaines de milliers d'années, bien avant l'apparition d'Homo sapiens, nos ancêtres comme Homo erectus commencent à vivre dans des grottes autour de foyers qui fumaient énormément. Or, le placenta est un filtre biologique. Son rôle est de protéger le bébé en absorbant les toxines de l'environnement. En respirant de la fumée de bois au quotidien pendant toute leur grossesse, les femmes préhistoriques accumulaient des taux mortels de métaux lourds et de polluants dans leur placenta. À partir de là, la nature a fait un tri génétique radical entre deux groupes. D'un côté, il y avait les mères qui suivaient toujours l'ancien automatisme animal. Elles mangeaient le placenta, ingéraient ce concentré de poison, tombaient malades et mouraient jeunes. Leur bébé ne survivait pas. Ce groupe, a priori, s'est éteint. De l'autre côté, suite à des mutations génétiques, certaines mères ont commencé à développer un nouvel automatisme cérébral, le dégoût. L'odeur du placenta ne leur donnait plus faim. Elle leur provoquait un haut-le-cœur viscéral. Elles ne le mangeaient pas, restaient donc en bonne santé, et leurs enfants survivaient. Le dégoût est l'arme ultime de l'évolution pour nous éloigner de ce qui nous tue, au même titre
que le dégoût pour la viande pourrie. L'évolution a littéralement exterminé physiquement ceux qui n'avaient pas ce dégoût pour ne laisser que nous. Pour comprendre la violence de cet empoisonnement préhistorique, il faut plonger dans la biologie pure de cet organe. Le placenta n'est pas un simple sac de nutriments, c'est une barrière douanière ultra sophistiquée. Quand une femme est enceinte, le placenta laisse passer l'oxygène, l'eau et les nutriments vers le fœtus. Mais lorsqu'il croise des éléments toxiques comme le cadmium, le plomb ou le mercure, il se passe un phénomène fascinant. Le placenta se sacrifie et il bloque activement ces molécules lourdes et les stocke dans ses propres tissus pour empêcher qu'elles n'atteignent le cerveau en développement du bébé. Le problème, c'est que le cadmium, qu'on retrouve d'ailleurs massivement dans les fumées de combustion, le tabac et aujourd'hui la pollution industrielle, a une liaison chimique extrêmement forte avec les protéines du placenta. Une fois qu'il est dedans, il n'en sort plus. Il s'y accumule pendant 9 mois. À la préhistoire, dans des grottes mal ventilées, le placenta d'une mère était une véritable éponge à métaux lourds. En le mangeant, la mère subissait ce qu'on appelle un effet de bioaccumulation inversée. Elle se réinjectait en une seule fois une dose massive de toxines accumulées sur près d'un an. Le cadmium attaque les reins et le foie, tandis que le plomb provoque le saturnisme. C'est une auto-intoxication mortelle à court ou moyen terme. Voilà pourquoi notre biologie a dû interdire cette pratique. Pourtant, vous avez sûrement vu passer cette tendance sur les réseaux sociaux des influenceuses ou des stars d'Hollywood qui consomment leur propre placenta en gélule ou en smoothie après l'accouchement en mode retour aux sources ancestrales. Eh bien, vous l'avez compris, l'histoire et la science prouvent que nos ancêtres n'ont jamais fait ça et les risques aujourd'hui sont exactement les mêmes qu'à la préhistoire. Aujourd'hui, nous ne vivons plus dans la fumée des grottes, mais notre corps accumule les polluants de notre monde moderne. Mercure, plomb, résidus de plastique ou traitements médicaux. Le placenta moderne filtre tout et il le stocke. De plus, l'accouchement humain n'est pas un environnement stérile. Consommer ce tissu cru ou encapsulé sous contrôle médical strict présente des risques majeurs de transmission de bactéries graves, comme la streptocoque pour la mère et le nouveau-né. C'est pourquoi l'OMS et les autorités sanitaires tirent la sonnette d'alarme. Cette mode est née dans les années 1970 aux États-Unis. Elle n'a absolument rien de traditionnel et elle est scientifiquement risquée. Nous n'avons plus besoin de jouer à cache-cache avec les prédateurs et nous avons des repas chauds qui nous attendent après l'accouchement. Notre dégoût est une réalité, l'une de nos plus grandes forces évolutives. Wait, vous trouvez le smoothie moderne dégoûtant? Au XIIe siècle en Europe, on faisait sécher le placenta pour le réduire en poudre, avant de le mélanger à de la poudre de crâne humain pour soigner l'épilepsie. C'était le paracétamol de l'époque, apparemment. Allez, autre fait what the fuck. Dans les cours royales européennes, notamment en France et en Angleterre, le placenta des futurs rois était un enjeu d'État. On le faisait sécher, puis on le cousait à l'intérieur d'un petit sachet en soie ou en cuir que le prince devait porter autour du cou toute sa vie, caché sous ses vêtements. On appelait cela une amulette de chance, mais la croyance était si forte que si le prince partait à la guerre ou voyageait en mer, la présence de son placenta sur sa poitrine était censée le protéger de la noyade, des flèches et des complots. Perdre son sachet de placenta, là, c'était considéré comme une autre trahison ou un arrêt de mort spirituel. C'était leur gilet pare-balles mystique. Comme l'être humain ne mangeait pas son placenta, nos ancêtres ont dû inventer des rituels. Il y a par exemple le concept du jumeau d'ombre. Le placenta n'était pas un simple organe jetable, c'était le double spirituel du bébé. Puisqu'il avait partagé le même utérus, nourri la même vie, grandi en même temps, il possédait une âme. Certaines cultures l'appelaient le premier frère ou le jumeau d'ombre. Le séparer du bébé était un acte spirituel hautement dangereux. Ce que l'on faisait au placenta affectait directement le destin de l'enfant. Au niveau des rituels, il y en a un qui s'appelle le rituel de l'arbre de vie. Dans de nombreuses tribus, notamment chez les Maoris, sous le nom de Wenua, un mot qui signifie à la fois placenta et terre, on n'enterrait pas le placenta n'importe où. On choisissait un jeune arbre en pleine croissance. Le placenta servait littéralement d'engrais sacré. Si l'arbre grandissait fort et donnait beaucoup de fruits, c'était le signe que l'enfant aurait une vie longue, fertile et prospère. Si l'arbre dépérissait ou était frappé par la foudre, la famille entrait en deuil car cela annonçait une malédiction sur la santé de l'enfant. Puis il y a aussi cette paranoïa islandaise et scandinave. En Islande ancienne et dans le folklore nordique,
Le placenta, contenait le filga, si je le prononce bien. C'est un esprit gardien attaché à l'enfant. Enterrer le placenta sous le seuil de la maison ou dans un endroit, secret était vital. La terre devait, être tassée et dissimulée. Si un animal marchait dessus, l'esprit gardien prenait la forme de cet animal, transférant ses traits à l'enfant. Si un cochon le piétinait, l'enfant devenait glouton et sale. Pire encore, si un oiseau de proie ou un corbeau grattait la terre et l'emportait, on pensait que l'âme de l'enfant serait tourmentée par des terreurs nocturnes ou qu'il mourrait jeune, son esprit ayant été dévoré par procuration. On pouvait aussi confier son jumeau spirituel aux esprits. Le rituel de l'eau, chez les peuples navigateurs ou vivant au bord des grands fleuves comme dans certaines régions d'Asie du Sud-Est, ils plaçaient le placenta dans une noix de coco sculptée ou un panier tressé étanche, accompagné de prières et le laissant dériver au fil de l'eau. Le but, c'était donc, comme je disais, de confier le jumeau spirituel aux esprits de l'eau pour que l'enfant devienne un excellent pêcheur, qui ne se noie jamais et que sa vie soit aussi fluide qu'un fleuve. Ah oui, mais attendez, il y a l'histoire aussi de la soupe aux sorcières pour rendre amoureux. Dans le folklore magique d'Europe de l'Est, notamment dans les régions des Balkans, le placenta était l'ingrédient secret le plus recherché pour les filtres d'amour. La croyance voulait que si une femme amoureuse réussissait à récupérer un petit morceau de placenta séché, à le réduire en poudre et à glisser secrètement dans le vin ou la soupe de l'homme qu'elle convoitait, celui-ci devenait instantanément et éternellement soumis à sa volonté. Pourquoi? Bah, parce que le placenta a le pouvoir biologique de lier deux êtres, la mère et l'enfant. Donc les sorcières pensaient qu'ils pouvaient lier deux forces comme voilà, deux aimants. Non, en vrai de vrai, vous pensiez qu'on était une exception bizarre? Bon, on va regarder du côté des océans. Les dauphins, les baleines, les orques font partie des rares mammifères marins qui ne mangent jamais leur placenta. Pourquoi? Parce qu'étant au sommet de la chaîne alimentaire, ils accumulent d'immenses quantités de polluants marins et de mercure. Pour eux aussi, la nature a bien fait les choses. Manger leur placenta dans un environnement pollué serait un suicide biologique. L'évolution a codé le même refus chez eux que nous. Dans le coin des anomalies, on se dit, est-ce que des fois la nature a des bugs? La réponse est oui. Sur la terre ferme, il existe une seule et unique exception animale, à part nous, qui partage notre refus total de toucher au placenta. C'est la femelle chameau. C'est le seul mammifère terrestre non humain qui refuse catégoriquement de manger son placenta après l'accouchement. Elle le laisse pourrir dans le sable, au milieu du désert. L'évolution nous a mis dans le même panier d'aversion sans que la science ne comprenne encore tout à fait pourquoi. Allez, sur ce, si cette plongée dans les secrets de notre évolution vous ont fasciné et que vous voulez continuer à poser un autre regard sur le monde, sur notre corps et sur notre histoire, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Abonnez-vous à ma chaîne, à l'œil de G, activez la petite cloche pour rater aucune de nos prochaines enquêtes et lâchez un énorme pouce pour soutenir la chaîne. Laissez-moi, un petit commentaire, votre avis. Est-ce que, d'ailleurs vous vous doutiez que le feu de camp de nos ancêtres avait, façonné nos dégoûts d'aujourd'hui? En tout cas, prenez soin de vous, restez curieux et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. C'était J. Salut, bye bye.